Bonjour, et bien ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de regarder ce qu'est un signal périodique et le spectre d'un signal, c'est-à-dire essayer de comprendre ce qu'est un signal périodique avec ses grandeurs caractéristiques, et puis après de voir dans le domaine fréquentiel comment ça se passe. C'est parti. Alors donc dans le domaine temporel, ce que l'on va voir, c'est les grandeurs caractéristiques, c'est-à-dire période, fréquence, pulsation, valeur moyenne et valeur efficace, et après on verra dans le domaine fréquentiel ce que nous dit le théorème de Fourier. Alors donc, un signal périodique, c'est un signal qui va se reproduire identique à lui-même au bout d'un certain temps. Donc on a en fait un motif élémentaire et ce motif va se reproduire. La plus petite durée au bout de laquelle le signal se reproduit, c'est ce qu'on va appeler la période grand T. Donc grand T, c'est la période et elle s'exprime en secondes. Donc le plus simple, c'est par exemple de prendre entre deux valeurs max, donc ici et ici, ou entre deux valeurs min successives, donc ici et ici, et on voit bien que le signal va bien se reproduire identique à lui-même si on fait un copier-coller de ce motif-là. Pareil, si on prend au niveau des deux valeurs min, on prend le signal, on fait un copier-coller et on obtient en fait notre signal complet. Si par exemple j'avais pris juste cette partie-là et que j'en avais fait un copier-coller, on voit bien que ce n'est pas notre signal que l'on aurait obtenu, ce serait autre chose. Si par contre je fais bien si je prends bien mon signal hop, sur une période grand T et que j'en fais des copier-coller, là j'obtiens bien la valeur de mon signal correcte, donc enfin la forme de mon signal correcte. Donc la période, c'est la plus petite durée au bout de laquelle le signal se reproduit de façon identique. C'est aussi donc la durée d'un motif élémentaire. Donc ça c'est la période. Ensuite, la fréquence, c'est le nombre de motifs par seconde. Donc sur une seconde, je vais compter combien de fois je vois apparaître ce motif-là, et puis ça me donnera la fréquence. Ce qu'on peut faire, c'est aussi une règle de 3. Donc pour avoir un motif, ça me prend t secondes. Donc si je veux par contre regarder en une seconde combien j'ai de motifs, ben, ça m'en donnera f. Et pour obtenir f, ben, on voit, on fait bien 1 fois 1 divisé par t. Donc f est bien égal à 1 sur t. Son unité, ça va être donc des secondes moins 1, et secondes moins 1, on lui a donné une unité particulière, on l'appelle des hertz. Voilà, donc la période, c'est la plus petite durée au bout de laquelle le signal se reproduit identique à lui-même. Je fais des copier-coller de ça et j'obtiens bien mon signal. La fréquence, c'est le nombre de motifs que j'obtiens par seconde, et donc c'est l'inverse de la période. Ensuite, la pulsation, c'est tout simplement la fréquence qu'on multiplie par 2π. Donc la pulsation, on l'appelle petit oméga, la lettre grecque oméga minuscule, et c'est égal à la fréquence, on le multiplie par 2π, et donc ça me donne la pulsation. 2π, ce sont des radians, donc l'unité, ça va être des radians par seconde, puisqu'on avait dit donc que la fréquence, on pouvait l'exprimer en seconde moins 1 ou par seconde. Donc la pulsation, ce sont des radians par seconde. Alors pourquoi on s'embête à utiliser la pulsation en multipliant la fréquence par 2π et pourquoi on n'utilise pas directement la fréquence? Eh bien on va le voir après avec Fourier, on utilisera beaucoup des sinus. Et ce qu'il y a à l'intérieur d'un sinus, c'est un angle. Cette partie-là, ici, c'est un angle. Donc pour être homogène, eh bien, on prend notre fréquence, on la multiplie par 2π, et ça nous donne bien un angle ici qu'on va pouvoir mettre quand on le multipliera par du temps. On le verra ça juste après. Donc en clair, quand on écrit un signal sous la forme sinus quelque chose fois le temps, eh bien ici, le temps, c'est des secondes, et donc pour avoir ici cette partie-là en radians, il faut bien que ça, ce soit en radians par seconde. Donc radians par seconde fois des secondes, les parties secondes se simplifient, il ne reste plus que des radians, donc c'est bon, on a bien quelque chose qui est homogène à un angle qu'on met dans un sinus. Voilà, c'était juste pour ça. Donc ça c'était la pulsation. Ensuite on va passer à la valeur moyenne. Donc pour comprendre la formule de la valeur moyenne, on va utiliser tout simplement la température moyenne. Donc la valeur moyenne, si on prend sa formule, elle peut sembler un petit peu compliquée, mais on va voir si par exemple on fait un calcul de température moyenne, on va voir que c'est tout à fait cohérent et qu'on le retrouve facilement. Donc ici on affiche la température en degrés, ici on affiche le temps. Donc le temps qu'on va afficher par exemple en heures, et on regarde la température. Donc quand il est 0 heure, ben, la température elle est très basse, hop, puis petit à petit elle va augmenter jusque dans l'après-midi, puis après hop, elle va redescendre, et quand il sera 23h59, ici, hop, 23h59, si on a exactement la même température, ben, cette partie-là recommencera, et ainsi de suite.
Donc ensuite, quand on veut obtenir la valeur moyenne, comment on fait? Ce que l'on fait, c'est qu'on va mesurer, par exemple, chaque heure, quelle est la valeur de la température. Donc je regarde à 1 heure, à 2 heures, à 3 heures, et ainsi de suite. Et donc ma température moyenne, ce sera la température à 1 heure, plus celle à 2 heures, plus, etc., plus la température à 23 heures. Et après, pour avoir la valeur moyenne, je divise par le nombre de valeurs, c'est-à-dire ici par 24. Ici, en fait, vous allez voir, c'est exactement ce que l'on fait. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va dire, au lieu de prendre à la température toutes les heures, on va la mesurer en continu. Donc on va prendre un temps infiniment petit, ici, et sur ce temps infiniment petit, on va regarder quelle est la valeur de la température. On va ensuite, donc on va faire ici la température à l'instant T. Ensuite, on le multiplie par la durée d'été, comme ici on pourrait dire qu'on l'avait multiplié par 1 heure. Ensuite, on va faire toutes ces sommes-là entre l'instant 0 et puis la période de mon signal. Et pour après ici, comme on l'avait divisé par le nombre de points, ici on va le diviser par ma période, puisque je fais le calcul sur une période. Et donc au final, on retrouve bien la même chose. Ici, l'intégrale, c'est comme une somme sur des instants qui sont infiniment petits. Pour ça, ici, on voit l'intégrale, ça fait comme un genre de S qu'on aurait vachement étiré vers le haut. Donc c'est bien ça. Et donc on prend la température à chaque instant. Ensuite, on le multiplie par un temps infiniment petit. On va faire la somme de toutes ces températures-là entre l'instant 0 et puis l'instant de la période. Et après, je divise par ma durée de ma période. Et je retrouve bien ma valeur moyenne, exactement comme on avait fait le calcul de température moyenne. Voilà, donc si on reprend, on fait la température, donc ici, ça va être notre signal, donc tension, courant, etc. Notre signal qu'on a à l'instant T, on le multiplie par le temps infiniment court dt, on fait la somme de tout ça entre l'instant 0 et puis l'instant de la période, et après on divise par, au lieu que ce soit le nombre de points, on divise par la période. Et donc ça nous donnera la valeur moyenne. Voilà, donc c'est comme ça que tout simplement qu'on fait le calcul de valeur moyenne, et on voit qu'on retrouve bien notre calcul. Ensuite, ce qu'il y a de bien sur la valeur moyenne, c'est que ça nous donne donc une information. Ça nous dit, voilà, en moyenne sur notre période, que vaut notre signal. Par contre, si on prend, par exemple, comme on en parlait tout à l'heure, un sinus, hop, le signal, on voit, il est bien centré sur 0. Donc cette partie-là, elle est égale à cette partie-là. Et donc en moyenne, eh bien, on sera à 0. Donc si on dit, tiens, je vais aller voir si j'ai de l'énergie qui passe sur mon réseau électrique, le 220 volts, et donc je vais regarder sa valeur moyenne, là je trouverai 0. Pourtant, il y a bien de l'énergie qui est véhiculée. Donc la valeur moyenne, elle ne pourra pas servir à ça, et donc on va utiliser autre chose, on va utiliser la valeur efficace. La valeur efficace, si on regarde, la formule peut sembler un peu compliquée, mais finalement, elle n'est pas difficile. Ce que l'on fait, c'est que ici, on a bien exactement la même chose que notre valeur moyenne, sauf qu'au lieu de l'appliquer sur le signal U de t, on l'applique sur le signal U carré de t. Alors pourquoi on fait ça? On disait, si on a un signal qui est centré sur 0, on aura une valeur nulle pour un signal qui véhicule de l'énergie. Donc ce qu'on se dit, c'est, tiens, au lieu de prendre mon signal lui-même, donc au lieu de prendre ce signal-là, si je prenais sa valeur absolue, hop, comme ça, à chaque fois, je vois que si j'obtenais au global une valeur qui est non nulle, ça veut dire que j'ai de l'énergie. Donc là, c'est ce qu'on fait. Au lieu de prendre la valeur absolue, on prend la valeur du signal au carré, mais sinon, c'est exactement la même chose. Donc si on regarde un petit peu la formule, comment elle est faite, on prend notre signal, sauf qu'au lieu d'avoir U de t, on prend U carré de t, donc pour additionner à chaque fois des valeurs qui soient positives si notre signal n'est pas nul. On multiplie par dt, on fait la somme entre l'instant 0 et l'instant t. Ensuite, on divise par la période, comme on fait la division par le nombre de points. Donc ça nous fait en quelque sorte la moyenne du signal pris au carré. Et comme ici, si on faisait l'unité, ça nous donnerait au global des volts au carré. Et bien pour rester, si c'était une tension, pour rester homogène au niveau des unités, on va prendre la racine carrée de tout ça, et ça nous donnera bien des volts. Hop, donc cette partie-là, ce sera bien en volts si U de t désigne une tension. Donc c'est pour ça, pour se rappeler, en anglais, on parle, pour parler de tension efficace, on parle de valeur RMS. R pour root, ce qui signifie racine carrée. M pour moyenne.
donc l'intégrale, etc. Et S pour square, c'est-à-dire la partie au carré. Et donc c'est bien ça, on prend notre signal U de t, on le met au carré, ensuite on en fait le calcul de la valeur moyenne, donc le dt, la somme entre 0 et t, et on divise par la durée, ça c'est donc la moyenne, et après on prend la racine carrée de tout ça, et ça c'est le root. Donc c'est une façon aussi, hein, si on prend le nom anglais, RMS, root mean square, ça nous permet comme ça de pouvoir retrouver comment on fait le calcul de la valeur efficace. Donc si on reprend, la valeur moyenne, c'est pour savoir en moyenne sur une période que vaut notre signal. La valeur efficace, c'est pour savoir quelle est l'énergie qui est véhiculée par notre signal. Et donc, on prend la moyenne de notre signal au carré et après, on fait la racine carrée de cette moyenne-là. Voilà. Une autre définition de la valeur efficace qui permet de comprendre aussi, c'est dire, mais si au lieu d'avoir, par exemple, donc mon signal qui est sinusoïdal, au lieu d'avoir ce signal sinusoïdal, si j'avais un signal continu, mais quelle serait la valeur de cette tension continue pour obtenir dans la même résistance le même dégagement de chaleur? Donc, le dégagement de chaleur, ça veut dire quelle est la puissance qui est dégagée par ma résistance, et au lieu d'avoir un signal donc de forme quelconque, si j'avais un signal qui était continu, quelle serait la valeur de ce signal continu? La valeur de ce signal continu, ce serait la valeur efficace. Voilà, donc si on reprend, pour avoir les choses au clair, la période plus petite durée au bout de laquelle le signal se reproduit identique à lui-même, la fréquence, le nombre de motifs élémentaires par seconde, la pulsation, c'est cette fréquence-là qu'on multiplie par 2π, la valeur moyenne, en moyenne sur une période, quelle est la valeur de mon signal, la valeur efficace, quelle est l'énergie qui est véhiculée par mon signal, et ça me donne donc mes grandeurs caractéristiques classiques dans la représentation temporelle de mon signal. Voilà, donc avec ça, je peux voir quel est mon signal, le comprendre, le caractériser. Et après, il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Fourier qui nous a donné des informations qui sont vachement utiles pour le domaine fréquentiel. Donc le principe, c'est de dire, au lieu de représenter mon signal dans le domaine temporel, je vais le représenter dans le domaine fréquentiel. Et donc, ce qu'il nous dit, c'est que tout signal qui est périodique peut se décomposer en la somme d'un signal continu plus des sinusoïdes. Et ces sinusoïdes, elles sont de fréquence n, avec n qui est un entier, multiplié par la fréquence du signal. Et puis, il y a une phase, c'est-à-dire l'angle à t égale 0. Donc si on essaie de comprendre un peu tout ça. Ça veut dire que lorsqu'on a un signal U de t qui est périodique, donc ça c'est indispensable, et quelconque, peu importe comment il faut juste qu'il soit périodique. Alors, U de t peut s'écrire sous la forme U de t égale, ici cette partie-là qui est la valeur moyenne, c'est la composante continue, plus une somme de sinusoïdes, donc on voit le somme pour n égale 1 à n égale infini de la valeur max, ici c'est la valeur max, pour l'indice petit n, fois sinus, donc là ici mon petit n qui est un entier, qui vaut donc entre 1 et l'infini, n fois oméga t, avec oméga la pulsation de mon signal originel, fois t, donc le temps, plus phi n, avec ce fameux phi n qui est la phase. Donc on va essayer de comprendre un peu tout ça. Donc on a U de t égale donc une composante continue, donc c'est-à-dire une constante, plus, ici ça nous ferait par exemple U1, donc ça ce serait la valeur max de ma fondamentale pour la fréquence qui est égale à celle du signal. Donc U1 fois sinus, oméga, donc la pulsation de mon signal, pulsation du signal, oméga fois t, plus phi 1, et ça c'est pour dire, mais quand t égale 0, que vaut ma sinusoïde pour le n égale 1. Donc quand t égale 0, pour ma sinusoïde qui représente ma fondamentale, mais l'intérieur de mon sinus, ce sera la valeur phi 1. Et c'est ce qu'on appelle la phase pour cette sinusoïdale. Donc ça fait constante plus 1 sinus oméga t fois phi 1 plus U2 fois sinus 2 fois oméga t plus phi 2 plus etc. Et puis à un moment on a je sais pas 46 par exemple sinus 46 fois oméga t plus phi 46 plus etc.
Voilà, donc ça c'est ce que nous dit Fourier. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit en fait que n'importe quel signal périodique, on peut l'exprimer sous la forme d'une somme, d'une constante et de sinusoïdes. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on comprendra ce qui se passe pour une seule sinusoïde, on pourra l'élargir, généraliser ce fonctionnement pour comprendre ce qui se passe pour tout notre n'importe quel signal. Vous vous souvenez, on pouvait dire que avec le théorème de superposition, si on avait par exemple ici plusieurs générateurs qui étaient en série, hop, hop, avec ici un signal, donc en mettant que ce sont des générateurs de tension sinusoïdaux, avec n'importe quel circuit ici, on a n'importe quel circuit, bah avec le théorème de superposition, on pouvait dire que ça, on pouvait en fait le décomposer en ce premier juste générateur, donc on va l'appeler ici U3, U2, U1. Donc on avait juste U3, et après les autres étaient désactivés, donc là ben, ça fait des fils, en série avec notre dipôle. Ensuite on fait le même raisonnement, sauf qu'on met uniquement U2, avec notre dipôle, et puis exactement le raisonnement où on met juste U1, avec notre dipôle. On fait la somme de ce que l'on a obtenu dans chacun de ces cas élémentaires, et la somme, ça nous donnera ce qui se passe dans le cas général. Et bien en fait, ici, nos différents générateurs, ça peut être chacun de nos... Ici, chacune de nos sinusoïdes ou de notre constante. Donc on réfléchit ce qui se passe en continu, c'est-à-dire avec la constante, puis ce qui se passe avec une sinusoïde, et ensuite en généralisant ce résultat, on pourra comprendre ce qui se passe pour n'importe quel signal sinusoïdal, enfin pardon, n'importe quel signal périodique, juste en réfléchissant sur un signal sinusoïdal. Donc c'est ça qui est très intéressant. Donc si on essaie de comprendre un petit peu, voir si Fourier ne s'est pas planté, et qu'on essaie de voir un peu ce qui se passe, donc on va regarder ça d'abord avec GeoGebra. Donc GeoGebra, j'ai fait les calculs là, pour déterminer avec Fourier quels étaient les bons paramètres. Et puis donc j'affiche une première sinusoïdale, donc ça me donne cette forme-là. Ensuite j'affiche la deuxième sinus, la troisième sinus, la quatrième sinus. Et puis la cinquième, bon, je me suis arrêté juste à 5, dans ce que nous dit Fourier, ce qu'il faudrait aller jusqu'à l'infini, mais là je me suis arrêté juste à 5, et je regarde, et si je veux faire un signal en dents de scie, eh bien il faut que je fasse le paramètre 1 que j'ai calculé plus haut, fois sinus de pi fx, donc là j'ai pas de constante, puisque je prends un signal de valeur moyenne nulle. Ensuite, A2, avec donc sinus de pi fois 2fx, 3fx, etc. Donc là, on voit, il n'y a pas de phase, pas besoin de phase pour le signal en dents de scie. Et si j'additionne donc toutes ces composantes-là, ça me donne un signal, donc je vais sortir le premier, ça me donne un signal dont on voit que ça ressemble très fortement à une dent de scie. Et si j'ajoutais les composantes G6 de X, G7 de X, etc., ça se rapprocherait de plus en plus de la sinusoïdale, de la forme du signal en dents de scie. Et si on regarde que j'affiche uniquement mon premier signal, on voit bien que ma première sinusoïdale, c'est-à-dire ce qu'on appelle la fondamentale, ma fondamentale a bien la même fréquence que mon signal en dents de scie. Et donc ça, juste en additionnant, vous voyez, juste en additionnant des sinusoïdes, on obtient un signal qui se rapproche fortement de la dent de scie. J'ai fait la même chose pour un signal carré, avec pareil en ajoutant juste les harmoniques jusqu'au rang 5. Donc là on voit, dans le cas du signal carré, il ne faut pas ajouter les sinus 2π fois 2fx, 4fx, 6fx, etc. Tous les harmoniques de rang pair, 2, 4, 6, 8, etc. Il ne faut pas les utiliser pour pouvoir faire un signal carré. Et quand on additionne donc juste les sinusoïdes de rang impair avec les bons coefficients à 1, à 3, à 5, eh bien on voit qu'on a un signal qui se rapproche en effet fortement du signal carré. Et de la même façon, si on a rajouté des harmoniques de rang 7, 9, 11 et ainsi de suite, on se rapprocherait de plus en plus d'un signal carré. Voilà, il se trouve que dans le cas du signal en dents de scie et du signal carré, on n'a pas la phase est nulle, on n'a pas de composante plus phi1, plus phi2, plus phi3, etc. Voilà, et une autre chose que je voulais vous montrer également, c'est si on utilise donc cette petite application-là. Donc là, on voit, on a nos séries de sinus ou cosinus.
Ensuite, donc là, oui, pardon, série de cosinus en haut, série de sinus en bas. Cosinus et sinus, c'est la même chose, sauf que ben, justement, il y a un phi qui change. Dans le cas pour obtenir un sinus, ce serait avec un phi qui vaut pi sur 2. Ensuite, donc, ici, on a mis juste une seule sinusoïdale, et donc ici, hop, je le redémarre, on voit ben, pour t égale 0, la forme de notre sinus qui évolue. Et la petite chose ici qui bouge, c'est pour indiquer quelle est la phase. Donc quand on est ici, on a phi égale 0, phi égale 90 degrés, 180 degrés, 270, puis on revient 0 degré, 90 degrés, et ainsi de suite. Donc si on a un sinus, bon ben voilà, ça nous affiche un sinus. Si on affiche un cosinus, ben, ça démarre. Donc là, il a utilisé le sinus, la série des cosinus, et non pas les séries de sinus. Et ce qu'il fait, c'est que hop, on a vu, on commence, on est à phi égale pi sur 2 quand on a juste un cosinus. Hop, on commence avec phi égale pi sur 2 à t égale 0. Et ensuite, si on veut utiliser un signal carré, eh bien là, ce qu'il fait, c'est qu'il va ajouter, vous voyez, les bons paramètres pour l'harmonique de rang 3, de rang 5, de rang 7, de rang 9, de rang 11, et ainsi de suite. Et on voit ici, on a quelque chose qui est effectivement très proche d'un signal carré. Donc je le remets, hop, ici on voit, on a un signal carré, on a des petites ondulations ici. Et si on rajoutait les autres harmoniques, mais petit à petit, ces ondulations disparaîtraient. Et ici, nos fronts seraient encore plus droits. Donc voilà avec le signal carré. Dans le cas du signal triangle, donc ici, il a utilisé les cosinus, donc c'est comme des sinus qu'on disait avec une phase qui est différente. Et donc on a la fondamentale, harmonique de rang 1, 3, 5, etc. avec par contre des coefficients qui sont différents de ceux du carré. Vous voyez ici on était à 0,322, 0,2 et autres. Ici, dans le cas du triangle, on est à 0,111 au lieu de 0,3 et ainsi de suite. Donc les coefficients sont différents et on voit on a quelque chose qui est vraiment très très proche du signal triangulaire, le signal en dents de scie que l'on avait vu tout à l'heure, et ainsi de suite. Donc là, ça nous permet de comprendre et de voir qu'effectivement, pour faire n'importe quel signal périodique, on peut utiliser juste des sinus en utilisant les bons coefficients qu'on place devant mon sinus, les bons coefficients qu'on place à l'intérieur du sinus qui représente la phase, et avec ça, en additionnant donc en théorie un nombre infini de sinusoïdales, on peut reproduire n'importe quel signal qui est périodique. Et donc ce avec quoi ça va nous intéresser, c'est que si on fait le calcul avec un seul sinus, grâce au théorème de superposition, on pourra généraliser ça et comprendre ce qui se passe pour n'importe quel signal périodique. Voilà, j'espère que tout ça c'est plus clair maintenant pour vous. Et puis on va passer à des exercices pour mettre tout ça en application.